Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Stéphanie Barker, qui est active dans l'univers de la tech. Outre son emploi, Stéphanie est à la tête de 2 initiatives qui visent à combler le fossé de talents et à améliorer la diversité de genre dans l'industrie de la tech en Suisse. Hello Stéphanie, merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Je suis vraiment super contente de t'accueillir sur Instant Cactus. Bonjour Virginie. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et nous expliquer un peu quel a été ton parcours ? Déjà, merci de m'accueillir. Je suis team leader technique pour une entreprise de logiciels qui s'appelle Palantir. Donc plus concrètement, les choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est avec un client dans la pharma où on a l'objectif d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments. Je suis aussi directrice générale de Girls in Tech, une organisation bénévole, et cofondatrice et membre du board d'une organisation qui s'appelle TechFace. Peut-être pour justement celles et ceux qui ne connaissent pas Girls in Tech et au passage TechFace, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces organisations et ce que vous faites en termes d'activité ? Alors, Girls in Tech a comme mission d'augmenter le taux de participation de femmes dans le domaine de la tech à 50%. À savoir, aujourd'hui, on est plutôt à 16% globalement. Dans ce but, on organise des événements et avons créé une communauté de soutien qui encouragerait les femmes à rejoindre la tech une fois qu'elles y sont, à faire partie d'une communauté. Lorsqu'on avait créé cette organisation, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un gap entre donc les femmes dans notre communauté et les organisations qui voulaient les recruter, qui voulaient justement améliorer leur diversité. Et que le travail à faire là allait au-delà de ce qu'on pouvait faire en tant que bénévole. Et donc, on a créé TechFace. Et le but de TechFace, c'est de changer le modèle de recrutement pour la diversité. Alors, à savoir, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'une fois qu'on a un job à remplir, de dire « Ah, tiens, ça serait bien si on avait une femme ». Parce qu'à ce moment-là, dans le réseau de l'entreprise, il n'y a peut-être pas le profil qu'on recherche. On parle de femmes aujourd'hui dans le cas de Girls in Tech, mais bien sûr, il y a d'autres aspects de diversité. Et puis, quelque fait à savoir, c'est que 80% des jobs sont remplis par une référence, donc quelqu'un dans l'entreprise qui connaît quelqu'un qui le réfère. 70% des jobs ne sont jamais mis en ligne. Donc, même si les gens en dehors du réseau de l'entreprise voulaient le job, ils ne pourraient pas. Donc, TechFace, le but, c'est d'aider les entreprises à connaître des candidats, à un peu cultiver des expériences communes avec ces candidats et ensuite trouver des jobs ou identifier des opportunités pour ces candidats-là plutôt que le contraire parce qu'on entend souvent les entreprises dire qu'il y a un problème de pipeline, mais en restant dans l'analogie de pipeline, si on prend l'industrie de l'huile ou de l'or, il faut aller exquiver l'or avant qu'on ait l'or, pas dire on n'a pas d'or et pas aller exquiver avant. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de TechFace. Du coup, on organise aussi des événements, du coaching et de la consultation aux entreprises. On va revenir un peu sur ces aspects de tech et de diversité, mais avant ça, je voulais te parler un petit peu de ta vie actuellement, puisque je crois qu'habituellement, tu vis à Verbier, donc avec un employeur à Londres, et en ce moment, tu es au Portugal, à Lisbonne, sauf erreur. Comment ça se passe, du coup, cette vie de digital nomade ? Comment est-ce que toi, au quotidien, tu t'organises pour gérer justement ton emploi et puis tes activités à côté ? D'une part, il y a un peu le jour au jour pour gérer les priorités. Donc, alors, disons, à un premier niveau, je réfléchis ou j'ai appris à réfléchir aux gros thèmes sur lesquels je voulais travailler. Donc, ce qui me permet de dire non s'il y a des projets qui rentrent pas forcément dans ces thèmes-là.
C'est pas toujours facile, mais c'est important. Et au jour le jour, j'ai des petites habitudes pratiques. Donc tous les soirs, avant de finir le travail, je note les 3 choses les plus importantes à faire le lendemain, ainsi que mes rendez-vous. Et quand je commence ma journée, je me concentre sur ces 3 choses avant de faire mes mails, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et après, si je fais plus que ces 3 choses-là, c'est bonus. Donc ça me permet vraiment de me concentrer, de me focaliser sur ce qu'il y a de plus important. Cette habitude de noter les priorités et l'agenda pour demain me permet de vraiment cloître ma journée et de finir. Parce qu'il n'y a rien de pire que de penser encore au travail après que tu es fini. Et du coup, ça me force à mettre un peu des limites parce que justement, quand on est un peu nomade et qu'on voyage, qu'on n'a pas forcément un bureau où on a un peu 9 à 5, une structure un peu imposée, on peut très facilement travailler beaucoup d'heures. Je ne dis pas que ça m'arrive jamais, mais ce genre de pratique me permet de dire ok, j'ai fait mes 3 top choses, j'ai pas besoin de continuer pendant encore 12 heures à faire d'autres trucs qui sont moins importantes. Et justement, ton employeur te laisse totale flexibilité du moment que tu mènes à bien tes projets, c'est ça? Exactement, donc ils sont vraiment outcome focused dans le sens tu as des objectifs et si tu le fais en 3 heures ou en 30 heures, tant que tu l'as fait quand tu as dit que tu allais le faire et que tu as sorti ce qu'il fallait sortir, où tu es et combien de temps comment tu le fais, ils regardent pas ça. On va revenir à ces aspects de tech et de diversité que tu évoquais avant. C'est vrai que ces derniers temps, je lisais pas mal d'articles sur ce sujet-là pour préparer l'interview. Et puis, au final, la conclusion qui s'impose, je pense, c'est que la tech détient un énorme pouvoir, soit pour créer des solutions à impact positif, durable pour la planète et pour l'homme, soit au contraire pour nourrir des ambitions, on va dire, de plus court terme ou de profit notamment. Toi, de ton côté, tu définis ton profil comme guidé par le principe de tech as a force for good. Et je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi et comment ça se traduit dans tes choix, dans tes projets, etc. Je vois la technologie comme étant clé dans l'évolution de la société. Donc, à savoir, j'ai fait des études en économie où c'est là où on nous a vraiment enseigné que la variable de la technologie faisait avancer une économie et un pays en l'occurrence. Et c'est là que j'ai eu un peu cette graine de tech as a force for good. Et en fait, je vois énormément de potentiel pour la technologie à partir du moment que la tech est développée par un groupe de personnes diverses. Si on ne développe pas la technologie avec un groupe un peu plus diversifié, on exclut certaines personnes ou justement on développe des technologies qui sont pas acceptables, qui sont pas modèles pour la société. Donc un exemple banal, Match.com, dating site d'origine, ils avaient une cofondatrice, ce qui était très étonnant à l'époque, c'était les années 90. Elle me racontait que quand ils allaient créer la première version du profil, un des champs qu'ils allaient mettre pour le profil de la femme uniquement, c'était un champ où elle devait préciser son poids. Et donc, heureusement, elle était là et pour le coup, elle a dit non, on va pas faire ça. Là, c'est un exemple comme ça, mais je veux dire, ça aurait été, je pense, pas très bien pour le business. Je suis pas sûre combien de femmes se seraient inscrites. Et si ça avait marché, qu'est-ce que ça aurait signalé aux 35 millions d'utilisateurs par mois qu'ils ont? C'est un exemple pour un dating site, mais c'est aussi les pacemakers pour le cœur qui sont que adaptés pour 20% des femmes parce qu'il est trop grand comparé aux 80% des hommes qui peuvent l'utiliser. Les airbags dans une voiture sont moins safe pour les femmes parce qu'ils utilisent un dummy qui est plus grand que la plupart des statures des femmes. Les voice recognition software étaient moins adaptés aux femmes. Aujourd'hui, facial recognition software, ils s'améliorent, mais sont moins efficaces avec les personnes de couleur. C'est le genre de choses qui sont inacceptables, d'exclure les gens des bénéfices de la technologie. Et je pense vraiment que ça vient du fait qu'il n'y a pas ces personnes-là qui font partie de l'équipe de développement. Et du coup, ces profils-là ne sont pas pris en considération lors du développement. Complètement. Mais c'est vrai que la tech est assez mauvaise élève en matière réputée mauvaise élève, on va dire, en matière de diversité et d'inclusion. Mais là, les exemples que tu cites sont assez frappants et tu parlais du frein, effectivement, d'inclusion dès le départ dans les équipes de conception et design notamment. Est-ce que tu vois d'autres freins par rapport à ça, les mentalités ou autre chose?
Je pense que la mentalité de se dire on va d'abord trouver un job et après on trouvera un candidat, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus important à changer. Et d'ailleurs, on peut même faire des parallèles avec l'évolution de l'expérience client par rapport aux marques. Aujourd'hui, on dit que c'est pas une transaction, c'est une relation que tu développes avec un client qui dure et du coup une fidélité. Et je pense que là, c'est pareil avec les candidats, c'est qu'on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un job et qu'il y ait un candidat, que un candidat qui rentre pas dans le cadre du réseau de l'entreprise va apparaître quand il est nécessaire. Donc, je pense que c'est vraiment de cultiver ces liens et ces réseaux en amont. Je pense que c'est encore ça le plus important. Mais je pense qu'il y a des changements d'attitude. Mais c'est clair que bon, une fois qu'on a le job, après, c'est aussi les attitudes dans le milieu du travail qui sont importantes aussi. Et les mouvements comme MeToo, comme Black Lives Matter, c'est très important pour forcer les entreprises et toutes les personnes individuellement à se remettre en question et à se dire est-ce que je fais vraiment tout ce qu'il faut pour inclure? Est-ce que je crée vraiment des opportunités? Est-ce que je crée des environnements est-ce que je fais vraiment tout ce qui est nécessaire pour maximiser le diversity and inclusion de mon projet, de mon équipe, de mon impact sur les autres aussi, et de se remettre en question. Et tu évoquais tout à l'heure quelques chiffres en termes de diversité par rapport à Girls in Tech, par rapport aux femmes dans la tech. Est-ce que c'était des chiffres globaux ou c'était des chiffres suisses du coup? Comment se positionne la Suisse par rapport à ça? Alors en Europe, c'est 16% de femmes dans la tech. En Suisse, on est à 15%. En termes de directrices et de board members, on a 8% de femmes. Mais ça, c'est dans toutes les industries en Suisse. Je n'ai pas trouvé de statistiques pour la tech précisément, ce qui s'annonce plutôt mal. Mais voilà, ça évoque un des autres challenges. Et d'ailleurs, on est en train c'est un exclusif, mais on est en train de créer une initiative qui est vraiment concentrée sur l'évolution des femmes dans la tech pour qu'elles évoluent vers les rôles de directrice et board member et executive, etc. Un projet pour 2020 encore ou l'année suivante? On va le lancer en 2020 et je pense que ça se concrétisera vraiment en 2021. On aura peut-être un lancement début 2021. Je me réjouis d'en entendre plus. Et justement, on parle beaucoup aussi de greenwashing, on le voit un petit peu partout, mais le terme woman washing ou purple washing existe aussi. Donc, globalement, l'idée, c'est que la com et le marketing d'une entreprise vont surfer sur le féminisme et en retirer, on va dire, des bénéfices sans réellement s'impliquer derrière. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui surfent sur ce thème sans mettre réellement en place des vraies politiques d'entreprise en matière de diversité, d'inclusion, etc. Est-ce que toi, tu as déjà constaté ce genre d'hypocrisie ou est-ce que, via tes expériences, tu as déjà observé ça? Alors oui, pour donner un exemple, mais je veux dire, les entreprises et vraiment des grosses entreprises qui ont vraiment les moyens nous contactent en tant que Girls in Tech et nous demandent d'organiser des événements ou de faire des publicités ou des choses comme ça gratuitement. C'est toujours un peu l'ironie de oui, mais enfin là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de nous demander de travailler gratuitement, enfin sans même on reste une organisation de bénévoles, mais pour des événements, même sans payer nos bénévoles, on doit quand même payer. Vous imaginez bien qu'il y a des frais quand même, on paye les transports de nos bénévoles, etc. Donc il y a quand même Déjà ça me fait un peu halluciner. Donc du coup, ils viennent vers nous en disant et voilà. Et j'ai déjà eu des retours quand je leur dis oui d'accord, mais par contre il y a quand même un budget, il y a quand même des frais derrière, donc merci de les couvrir. Puis on a déjà eu des réponses du style mais en fait vous soutenez pas les initiatives des entreprises, des choses comme ça. Donc là c'est un peu choquant. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voyez du purple washing, il y a deux choses à faire. Un, c'est de to call it out, de dire je pense qu'on fait pas assez pour s'appeler féministe ou justement supporter of diversity. Et voilà comment je pense qu'on peut le faire. Une des initiatives qui sont un peu plus soft que vous pourriez proposer, donc il y a toujours l'idée des quotas, mais ce que je trouve presque plus intéressant, c'est pas d'avoir un quota sur les candidats qui sont embauchés forcément, mais c'est que on devrait avoir un quota sur le groupe de personnes qui décident si oui ou non une personne est embauchée. Parce que si on a au moins une diversité de perspectives et de la diversité, donc en termes de gender, en termes d'ethnicity, et que le groupe de personnes qui décident ou non d'embaucher une personne représente la composition qu'on voudrait dans nos candidats, ce serait déjà un énorme pas en avant. Typiquement, quand on fait des entretiens, on cherche dans le candidat des choses en commun.
C'est pas toujours le cas, mais si moi je suis devant un interviewer homme ou je suis devant une interviewer femme, il y a une mini facilité qui s'introduit, qui fait que elle est peut-être plus à l'aise avec moi qu'avec un autre candidat. Enfin, c'est un exemple banal, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et après, comme je disais, c'est de les encourager à développer un réseau de candidats en amont d'un poste qui s'ouvre. Donc voilà, donc on peut aller vers l'action et dire je pense qu'on fait pas assez, voici comment on pourrait faire des choses sans introduire l'idée des quotas qui est un peu controversée, même si bon voilà, ça c'est une autre discussion, mais ça peut être controversé comparé aux 2 suggestions que je propose là. Et l'autre option, c'est de partir et d'aller vers des organisations et chercher des opportunités dans des organisations qui sont dédiées et qui font pas du purple washing et que voilà, enfin c'est très simple, hein. Si avec TechFace, si une organisation veut travailler avec nous, mais qu'on voit que leur équipe de management ils sont 10 et qu'il y a aucune diversité ni en termes d'ethnicité ou en gender, on leur dit revenez quand vous êtes sérieux. Quand vous aurez réfléchi et que vous vivrez vraiment vos valeurs affichées sur le papier, quoi. Bon, là, je donne l'exemple un peu noir sur blanc, hein, mais je veux dire, on examine vraiment les efforts qu'ils font et puis on veut pas que justement, on veut pas faire partie de purple washing pour qu'ils puissent dire on fait un mini effort, mais derrière, on s'applique pas vraiment. Et toi, en tant que candidate femme dans le monde de la tech, est-ce que tu as déjà ressenti, tu parlais avant de quota, justement cette idée où tu as l'impression que l'entreprise recrute, entre guillemets, à cause d'un quota et cherche absolument une femme sans vraiment réfléchir au profil, juste en se disant il nous faut une femme dans l'équipe parce qu'il faut qu'on matche le quota. Tu l'as déjà vécu, toi, ou pas du tout? Tu as l'impression que ça influence tes recrutements? Ça m'est égal. Alors, ce qu'une entreprise ne va pas faire, parce que ça serait complètement irrationnel, c'est d'embaucher quelqu'un qui ne pense pas être apte pour le job. Maintenant, pour tous les désavantages que tu as en tant que soit non-white, soit femme ou tous les un peu les aspects de diversité qu'on peut avoir, s'il y a un quota qui t'a donné un coup de pouce pour une fois dans ta vie plutôt que le contraire, c'est mon point de vue, il faut pas le vivre mal. Après, si les gens ils veulent essayer de t'enlever ça en te disant mais elle a juste eu le job parce que c'était une femme, enfin c'est complètement faux. Au contraire, cette personne-là, elle a eu tellement d'autres désavantages jusqu'à maintenant que sans doute elle est peut-être encore plus apte que la personne qui n'a pas été choisie à cause du quota. Mais vu que cette personne-là, elle doit compenser, même pour être considérée comme candidat dans le truc déjà à la base. Tout ça pour dire qu'il faut pas mal vivre ça. Il faut pas reprocher aux gens s'il y a un quota ou pas. Si vous pensez qu'une personne a eu un job à cause d'un quota, si elle n'était pas apte à faire ce poste, elle n'y serait pas. Parce que ce qui fait bizarre, ce qui fait mais en fait c'était juste un quota, c'est quand tu as une personne sur 50 qui est une femme ou qui est un diversity hire comme ils disent. Mais le jour où ça sera vraiment 50-50, où ça sera vraiment diversifié, on pourra plus dire qui c'est qui a été un quota hire, qui c'est qui a pas été un quota hire. Mais jusqu'à qu'on en est là, les quotas, j'ai l'impression que ça doit faire partie de la route et ça force les entreprises à examiner s'ils arrivent même pas à atteindre leurs quotas qui généralement sont pas hyper agressifs. Faut qu'ils se remettent en question et qu'ils disent faut qu'on change. Et d'ailleurs, grâce à Black Lives Matter, nous, on a mis entre guillemets un quota de speakers non-white ou le terme BIPOC. Je sais pas si vous connaissez ce terme, c'est Black Indigenous People of Color. Puis on s'est imposé un quota, on a dit pour chaque panel qu'on fait, on veut au moins une personne BIPOC. C'est pas évident parce que ça fait du coup tu vois, j'empathise plus avec les autres événements tech qui ont pas de femmes parce que c'est vrai que c'est un peu t'as un peu ce côté awkward de dire on cherche un candidat spécifiquement, voilà, mais en fait c'est hyper important parce que si t'as pas ce mécanisme pour te dire lors de l'organisation d'un événement faut vraiment qu'on fasse un point sur la diversité et qu'on s'assure qu'on est représentatif de nos valeurs, c'est très facile de l'oublier. Et je pense qu'en tant que Girls in Tech, c'est hyper important pour nous de faire ça pour qu'on soit intersectional in terms of our inclusion.
c'est hyper important. Et puis, c'est vrai que je m'étais dit, même si c'est un peu uncomfortable au début, si tous les événements tech et toutes les organisations acceptaient un peu au début, t'es un peu, t'hésites un peu comme ça. Girls in Tech, elle aurait pas besoin d'exister en tant qu'organisation. Complètement. Puis comme tu dis, c'est vrai qu'on n'en est pas encore à un point où en fait toutes ces choses se font naturellement parce qu'il y a des mécanismes à mettre en place. Donc pour le moment, on a peut-être encore besoin de cadres, de processus qui forcent à repenser, à remettre en question nos modèles. Et puis progressivement, on espère, ça se fera en fait de manière hyper spontanée et naturelle parce que la question se posera même plus. Est-ce que tu as des conseils ou des retours d'expérience à partager aux femmes qui veulent se lancer dans la tech? Il faut le faire, c'est clair. Le domaine de la tech est vaste. Chaque industrie a un domaine de tech à lui-même, donc fintech, medtech, j'en passe. Peu importe ton parcours ou le job dans lequel tu es aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a une opportunité dans la tech pour toi et que ça peut vraiment te plaire. Mais je pense que ce soit dans la tech ou n'importe quel job, ce qui est important, c'est justement de te dire quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses auxquelles je tiens dans un job. Et généralement, c'est presque plus large que tech ou pas tech. C'est personnel, mais pour moi, il y a quelques principes auxquels je tiens dans mes jobs. Donc, oui, le being outcome focused, que j'ai l'impression que je travaille vers une mission qui est importante et qui s'aligne à mes valeurs, que je suis entourée de personnes qui me fascinent, qui sont intéressantes, avec qui j'interagis, de qui j'apprends. C'est pas forcément spécifique à la tech, mais j'ai trouvé que c'est très présent dans la tech. Et j'adore développer, construire les choses. Donc, c'est vrai que la tech se prête bien à ça. Et si vous y réfléchissez, TechFace propose gratuitement un coaching call pour vous guider dans ce domaine et trouver justement ce qui est important pour vous, quels sont les aspects importants pour vous et quelles sont vos compétences, votre parcours et vous aiguiller dans le domaine vers des organisations ou des entreprises qui pourraient vous convenir. Génial. Merci beaucoup pour ces très bons conseils. On évoquait avant, dans le cadre du recrutement, l'importance de prise de décision collaborative au sein de groupes représentant la diversité. Donc concrètement, peu importe le contexte, au final, c'est l'idée qu'une personne seule est moins efficace, moins productive et surtout moins adaptée pour apporter des solutions qu'un groupe de personnes connectées qui coopèrent. C'est sur ce concept que repose la pensée en réseau ou network thinking et qui est, on va dire, à l'opposé de la traditionnelle pensée linéaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va évoquer des exemples concrets dans ton parcours, Stéphanie, c'est-à-dire comment tu as mis en place des systèmes basés sur ce fonctionnement en réseau dans tes projets. Mais puisque c'est une notion qui s'explique mieux par ses principes, je vais te laisser les présenter. Oui, il y a quelques principes du network thinking. En particulier, alors c'est important de penser à adaptability plutôt que contrôle. Donc, à savoir, prendre en compte les intérêts des différents stakeholders qui fait partie du scope de la problématique en question et de permettre vraiment, d'encourager l'évolution de whatever you're working on. Donc, le but, c'est pas de prédire dans 10 ans comment quelque chose sera, mais de créer un plan en soi, c'est un bon exercice. Mais d'accepter que ce plan, il peut changer tous les jours, d'un jour à l'autre, qu'il faut le revisiter et de vraiment s'adapter quand les intérêts, les challenges, les situations changent. Ce qui fait partie de ça, du coup, c'est d'être prêt à lâcher ce qui était, ce qu'on a construit, d'être prêt à dire oui, j'ai travaillé 3 mois là-dessus et maintenant on va le mettre à la poubelle et on passe à autre chose. Ça fait partie de cette adaptabilité. Autre chose, c'est d'accepter que les contributions, que les idées vont venir de partout. C'est pas une centrale qui doit tenir le contrôle et qui est les seuls qui peuvent avoir les idées et un peu les visions. Et qu'au contraire, qu'il faut encourager que ces différents profils, qu'il y ait cette diversité de perspectives, parce que c'est ça qui mène à l'innovation et qui te permet d'adapter et d'avancer en alignant les intérêts de tous ceux qui sont dans ce réseau, dans le network de la problématique en question. Et justement, comment est-ce que toi, tu l'appliques à tes projets? Bon, tu as déjà cité quelques exemples, mais est-ce que tu en as d'autres dans ce cadre spécifique? Dans le cadre de Girls in Tech, par exemple, et de TechFace en l'occurrence. Alors, l'exemple du tout début de Girls in Tech, c'est que j'étais en train de créer quelque chose
il y avait que moi, on n'avait pas de sous, j'étais indépendante en plus à l'époque, mais je voulais organiser des événements un panel event qui ramenait des femmes expertes, etc. Mais j'avais pas de sous pour un espace. Et du coup, j'ai dû réfléchir un peu, ok, donc quel est le réseau de ma problématique? Et du coup, j'ai commencé à dire, ok, il y a peut-être des entreprises, il y a peut-être avec qui est-ce que je peux aligner mes intérêts pour que eux m'offrent quelque chose dont j'ai besoin, donc un espace pour accueillir un événement gratuitement, et que moi, je puisse leur offrir quelque chose en échange. Et du coup, j'ai créé un pitch et j'ai recherché des espaces de coworking. En l'occurrence, j'organisais l'événement à Genève. Et coup de bol, il y avait un nouveau coworking qui ouvrait. Et du coup, j'étais la yes, parfait. Donc, eux, ils seront intéressés d'avoir 40 personnes à Genève qui sont dans la scène de tech parce qu'ils viennent d'ouvrir et que du coup, ils seraient contents d'avoir la pub. Et en échange, eux ont des membres et peuvent m'offrir l'espace. Et en plus, c'était un événement le soir, donc on n'encombrait pas leurs membres qui utilisent l'espace en bureau. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ça a fini par un partenariat qui a duré, je pense, 3 ans. C'était avec Voisin coworking à Genève et c'était génial parce qu'on alignait les intérêts et on répète cet exercice pour les nouveaux challenges qui se présentent, que ce soit pour les entreprises et pour nos membres en particulier. Justement, TechFace a été créé parce qu'on s'est rendu compte que voilà, on avait les candidats à notre communauté qui nous racontaient des histoires horrifique, comme il y en avait une qui nous racontait qu'elle mentait par rapport à son âge selon les candidatures parce que sinon elle avait pas d'entretien. Donc, elle disait qu'elle était plus jeune que ce qu'elle était parce que sinon, elle passait pas à l'étape d'entretien. Et puis, nous, de l'autre côté, on avait les autres stakeholders qui étaient les entreprises qui disaient « Ah, mais on n'arrive pas à recruter des femmes, nanana ». Puis on était là, non, mais là, il y a un souci. Et puis bon, il y avait Girls in Tech, les bénévoles au milieu, qui étaient bénévoles et donc qui pouvaient que passer quelques heures, en 2 et 5 heures par semaine à vraiment travailler dessus. Et donc on s'est dit, bon, faut qu'on crée un business model où on permet aux entreprises et à ces candidats de se connaître en personne, donc en quelque sorte de faire l'entretien avant qu'ils voient le CV vraiment, pour qu'ils voient la personne pour qui elle est et ses atouts, et qu'après, ils matchent contre un job ou qu'ils créent un job pour cette personne, plutôt que d'avoir un poste et voilà. En termes de conditions cadres, on va dire, tu parlais avant d'alignement des intérêts, donc il faut qu'il y ait des situations win-win. Est-ce que, d'après toi, il y a aussi d'autres conditions qui sont nécessaires pour que ça fonctionne, et non seulement que ça fonctionne, mais que ce soit aussi pérenne? Oui, je pense qu'il faut adopter la mentalité que les meilleures décisions sont prises par les personnes qui sont le plus proches du problème. Donc, il n'y a pas, justement, c'est enlever cet aspect d'un contrôle central et qu'au contraire, le rôle d'une team lead comme moi, c'est de faciliter et de empower les personnes à prendre ces décisions parce que eux sont beaucoup plus qualifiés de prendre ces décisions que moi qui suis pas aussi proche du problème. Et donc ça, en termes d'adaptabilité, ça te permet d'avancer et de prendre des bonnes décisions parce que si ces décisions-là sont centralisées, moi, j'ai pas toutes les informations et tout le contexte pour prendre les décisions et du coup, je vais mal les prendre et ça va nous ralentir dans notre adaptabilité, dans notre évolution. Donc, j'ai quand même un rôle à jouer en termes de bring together la vision et de trouver les points communs et de trouver une direction commune. À partir du moment que tout le monde est d'accord et investi dans cette direction commune, je pense que c'est une autre des conditions, c'est de vraiment permettre aux gens qui sont le plus proches des problèmes de prendre les décisions et de les faciliter, et de les empower to be at their service pour les permettre d'avancer dans leurs décisions et dans leurs projets. Donc, il n'y a pas de pouvoir centralisé, il n'y a pas de verticalité. Toi, tu es en fait un facilitateur pour que les gens qui ont les compétences puissent concrétiser les résultats, c'est ça? C'est ça. Ok. Et en termes d'obstacles et de difficultés, je pense que c'est pas toujours évident de se mettre dans cette position-là. Est-ce que tu as dû un peu te challenger ou bien c'est venu assez naturellement pour toi de te mettre dans cette position-là? Le truc, c'est que ça se mérite. C'est que du coup, vu que justement on est dans un modèle de network thinking, le statut ou le positionnement de leadership se mérite. Parce que c'est pas une hiérarchie verticale où on te dit que cette personne c'est ton boss et du coup c'est ton boss. Tu dois avoir de la crédibilité. Et d'ailleurs, ce serait une bonne question à poser à mon équipe, mais je leur ressens qu'ils acceptent que je donne cette direction et que je prenne les perspectives et que je les I combine them and synthesize them into a vision. Et je pense que mon équipe accepte ça parce que
je travaille à leur côté, je leur fais confiance. Je suis toujours en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour les faciliter, les aider à avancer. Et je suis vraiment à leur côté. Je suis pas in my ivory tower. Et je pense que that goes a long way. Après, c'est un style de leadership. C'est pas le style de tout le monde forcément, mais c'est celui que j'ai choisi et qui me convient le mieux. Donc oui, c'est un challenge parce que ça se mérite et you have to keep it. Ça se mérite, mais tu dois le remériter pour toujours. Mais je préfère, c'est un style de leadership qui me convient mieux que d'autres. Ouais, c'est clair, tu peux pas trop te reposer sur tes lauriers. Enfin, t'es obligé de tout le temps nourrir justement cette façon de l'idée, je pense. Mm-hmm. Et puisqu'on arrive un peu sur la fin de l'épisode, on a déjà parlé de tes futurs projets pour 2020 dans les grandes lignes. Est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais partager ici ? Je pense que c'est déjà pas mal, mais oui. Pour répéter ce que je disais tout à l'heure, pour Girls in Tech, on évolue parce que on s'est rendu compte justement on était très focus, on était très, très concentré sur encourager les femmes à rejoindre la tech. Et là, en fait, on se rend compte que the higher you get, the lonelier you get in tech. Donc moi, qui ai aussi évolué dans ma carrière depuis 4 ans quand j'ai commencé l'activité Girls in Tech en Suisse. Et du coup, je me rends compte qu'il faut qu'on donne un boost à ces femmes qui sont peut-être aujourd'hui managers pour la première fois et qui veulent évoluer dans leur carrière et s'assurer qu'elles aient des career champions et qu'on les accompagne vraiment à évoluer dans ces termes-là. Donc on va faire cette évolution pour Girls in Tech l'année prochaine. Et puis côté TechFace, on fait toujours donc les coaching calls offerts. En termes d'événements, on fait ce qui s'appelle du talent matching events. Donc en fait, c'est comme t'as 15 minutes avec quelqu'un d'une entreprise et donc l'entreprise avec un candidat où on apprend à se connaître. C'est vraiment l'objectif dont je parlais tout à l'heure de créer des liens, de open your network pour des opportunités futures. Donc découvrir des organisations, des entreprises qui font pas de purple washing et qui sont vraiment là à vouloir apprendre à te connaître aujourd'hui et pour développer un lien dans le futur. Donc, on organise ces événements-là. Et on fait aussi des company profiles pour TechFace. Donc, on étudie, on examine les entreprises et après, on met en avant les aspects où ils sont dédiés à la diversité et à l'inclusion. Et donc, ça, vous pouvez regarder aussi. Et du coup, ça peut déjà vous donner une liste d'entreprises qui ont été certifiées par TechFace en n'étant pas du purple washing. Merci beaucoup. Pour conclure, quel conseil tu aurais voulu te donner quand tu as commencé ta carrière il y a quelques années ? Alors, je pense qu'il y en a 2. Déjà, de un, c'est que tu vas trouver ton propre leadership style. Donc, l'anecdote là, c'est que mon premier job dans la tech, c'était une entreprise avec, c'était que 17 personnes comme ça, mais j'étais la première femme embauchée. Et du coup, je me suis dit, tu vois, je sentais qu'il y avait les devs, quand le CEO, il me les présentait, ils n'ont pas levé les yeux de l'écran. J'ai dû leur parler un peu par chat avant et tout. Donc, bref, c'était un peu awkward. Mais ma solution, c'était de porter des vêtements amples et grosso modo de m'habiller comme un mec en pensant que du coup ils oublieraient peut-être que j'étais une femme. J'exagère un peu, mais disons que j'aurais bien voulu me dire à cette époque-là, déjà, ils voient quand même que tu n'es pas un homme. Et deuxièmement, accepte ta féminité et accepte qui tu es et voilà, porte-le avec fierté. Tu as le droit d'être différente, tu as le droit d'être toi et au contraire, ça deviendra plus un pouvoir et de vraiment avoir cette genuine, voilà, d'être vrai à soi-même. En fait, ça t'amène beaucoup plus loin que d'essayer de t'adapter ou de vraiment être comme les autres, ce qui est vraiment pas une chose évidente à faire, mais très importante. Et puis l'autre, c'est mon papa qui m'avait appris ça. Il avait dit The best way to get tomorrow's job is to be seen to be doing it today. Ce qu'il entendait, c'était ce que j'ai pas compris jusqu'à beaucoup plus tard, c'est qu'en fait, il faut que tu aies cherché les opportunités même avant qu'on te les donne. Donc c'est pas parce que toi tu veux travailler sur je sais pas, t'as envie d'être team leader, attends pas que quelqu'un te dise OK, maintenant tu es team leader. Au contraire, cherche les opportunités, cherche les choses qui te sont importantes et après une fois que c'est une fois que tu commences malheureusement entre guillemets, une fois que tu commences à prouver que tu peux être team leader, c'est là qu'on va officiellement te tendre les opportunités pour être team leader.
Merci beaucoup pour ce conseil de fin. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci Stéphanie pour ta participation. Vous pouvez retrouver Stéphanie, Girls in Tech et TechFace sur Instagram, ainsi que via les sites web des deux initiatives. Tous les liens sont sur instantcactus.com. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.